Bonjour tout le monde, je m'appelle Alessia Inoussova et je suis ravie de vous voir nombreux à ce webinaire. On va parler aujourd'hui de KPI Google Analytics à suivre pour un éditeur logiciel. Mais avant de démarrer le webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et également que vous voyez bien la présentation sur vos écrans? Par le biais de chat, s'il vous plaît, et comme ça, on pourra démarrer le webinaire. Alors, ça a l'air d'être bon. Merci beaucoup pour vos retours. Parfait. Tout au long du webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Notez quelque chose dont on parlera à la fin du webinaire. Donc, à la fin, je vais répondre à toutes vos questions. Et également, vous allez recevoir après la présentation par mail. Et également, vous pourriez donc avoir le replay si jamais vous ne restez pas avec nous jusqu'à la fin. Parfait. Donc, avec tout cela, on va démarrer ce webinaire. Je vais faire une partie avec le document, donc avec le PowerPoint, et des fois aussi, je vais passer sur la vraie plateforme Analytics parce que des fois, on aura besoin de voir réellement comment ça se fait dans l'outil. Alors, donc tout d'abord, j'aimerais lancer un petit sondage afin de connaître votre niveau de maturité au niveau de Google Analytics, parce que c'est pas le premier webinaire qu'on organise au sein de Road to Business. Donc déjà, 2 mots sur Road to Business. On est une société qui accompagne les éditeurs logiciels tout au long de leur parcours, donc sur les sujets de stratégie, marketing, commerce, technique, etc. Et donc, ce webinaire, c'est pas la première fois qu'on le fait et à chaque fois, il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup d'inscriptions. Donc, je vois que Google Analytics, c'est quand même quelque chose qui tient à cœur, on va dire, aux marketeurs. Et peut-être, il n'y a pas que des marketeurs aujourd'hui, il y a peut-être des dirigeants des petites sociétés ou il y a peut-être des commerciaux qui veulent en savoir un peu plus. Donc, c'est pour cela, j'aimerais lancer, avant de commencer, un petit sondage. Déjà, quels sont les outils de mesure et d'analyse de vos actions marketing que vous avez en place, que vous utilisez au sein de votre société? Est-ce que c'est principalement Google Analytics? Est-ce que des fois, vous utilisez d'autres outils, par exemple votre outil de marketing automation, CRM, ou un concurrent de Google Analytics ou autre? Ou ce sont principalement des outils de marketing automation, donc Google Analytics, vous y touchez très rarement, ou aucun des outils? Voilà, donc là, je voudrais faire un petit état des lieux avant de commencer. Donc, je vois que c'est pas tout le monde qui a voté encore. On va attendre un petit peu et après, je vais vous donner les résultats. Encore un petit pourcentage de ceux qui n'ont pas voté. Bon, pour le moment, les statistiques donnent les réponses suivantes. À peu près 40% utilisent Google Analytics et Marketing Automation, donc c'est-à-dire plusieurs outils en même temps, ce qui est parfait. À peu près 33% utilisent principalement Google Analytics, ce qui est bien aussi parce que Google Analytics, quand même, c'est un outil puissant et même les outils, par exemple, de Marketing Automation comme HubSpot, comme d'autres outils qui sont leaders du marché, ils disent que malgré les stats présents sur HubSpot, par exemple, n'hésitez surtout pas à consulter Google Analytics parce que ça, c'est le cœur du métier d'Analytics et HubSpot a un autre cœur de métier. Alors, principalement, outils de marketing automation, ce sont 16% qui ont répondu cela et à peu près 5% qui n'utilisent aucun outil et 5% qui utilisent un autre outil. Voilà, donc on voit quand même que si on fait l'addition, on a à peu près 74% de participants aujourd'hui qui utilisent Google Analytics dans leur analyse des statistiques et des actions marketing. Parfait. Maintenant, passons donc au vif du sujet. Tout d'abord, quels sont les objectifs de suivi de données avec Google Analytics parce que c'est un outil quand même qui est le plus répandu. On a vu cela grâce à ce sondage. Et on sait également que Google Analytics, c'est un outil universel. C'est un outil qui peut être utilisé pour un site e-commerce, pour un site vitrine,
pour un forum, pour un site éditeur logiciel, etc., etc. Donc, c'est pour cela, sur Google Analytics, sachez bien évidemment qu'il y a énormément de données qu'on ne va pas utiliser. Il y a des choses qu'on va jamais regarder, on va jamais faire des rapports avec telle ou telle donnée parce que tout simplement, ça ne concerne pas notre société. On ne vend pas sur notre site internet, on n'a pas vraiment un blog, on n'est pas un forum, donc on aura des choses qu'on va jamais consulter et on aura au contraire d'autres choses qu'on va régulièrement consulter. Donc, c'est pour ça, mon premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'avant de se connecter sur Google Analytics, définissez déjà des KPI que vous souhaitez suivre. Et pour ça, on organise ce webinaire parce que à la fin, vous allez vraiment avoir des bonnes pratiques et sur quelles statistiques vous allez passer du temps et sur lesquelles on ne va pas perdre du temps parce que tout simplement, ça va nous rapporter rien pour améliorer nos performances en marketing. Donc, quels sont les objectifs de suivi avec Google Analytics? Tout d'abord, c'est le suivi des performances des actions marketing, bien sûr. Oui, quelles sont les actions qui ont amené à avoir plus de trafic, le trafic mature, etc. Quelles sont les conversions qui étaient effectuées? Tout cela est mesurable avec Google Analytics. On va connaître également le comportement des visiteurs. Quelles sont les pages les plus visitées? Quelles sont les pages où on perd notre audience? Quelles sont les pages de sortie principales, etc. Et bien sûr, on va pouvoir créer des rapports personnalisés qui vont nous aider après à compléter notre tableau de bord. Donc, voici, et vous voyez le menu principal de Google Analytics, c'est-à-dire le menu des rapports, le menu des statistiques sur Google Analytics. Sur ce menu qui est assez large, donc on a accueil, personnalisation, temps réel, audience, acquisition, comportement et conversion. On va surtout utiliser, quand on est un éditeur logiciel, on va surtout utiliser la partie de personnalisation pour créer nos rapports enregistrés, et je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Et on va utiliser les 3 KPI parmi les rapports principaux. On va utiliser acquisition, on va utiliser comportement et conversion. On va un petit peu regarder audience de temps en temps. Des fois, ça peut nous être utile, surtout si on lance des campagnes AdWords. Mais sachez qu'en réalité, très régulièrement, on va surtout travailler l'acquisition, le comportement et les conversions. Avant de se lancer donc, dans l'outil directement, ce qu'on va faire, c'est que, attendez, je voulais juste me rassurer que vous n'avez pas la page de sondage. Est-ce que je l'ai bien enlevée? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a dit? Alors, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. D'accord, donc on va continuer. On continue. Donc, pourquoi on va principalement utiliser les rapports comme acquisition, comportement et conversion? Parce que ce sont des rapports qui vont nous donner vraiment des performances de tout ce qu'on met en œuvre en tant que marketeur. Déjà, on verra toutes les sources de trafic d'acquisition. Est-ce que c'est le référencement naturel qui nous amène du trafic, qui convertit par la suite à travers des objectifs analytics? Est-ce que ce sont mes campagnes emailing, ma newsletter? Est-ce que c'est les campagnes Google AdWords ou LinkedIn Ads? Donc, on a pas mal d'outils pour lancer aujourd'hui des annonces payantes. Donc, est-ce que ce sont les publicités, finalement, qui m'amènent du trafic qualifié ou est-ce que c'est mon blog ou les partenaires, etc. Donc, toute cette information va m'aider à comprendre sur quels canaux je dois accentuer, je dois peut-être augmenter mon budget marketing, sur lesquels je dois continuer à produire du contenu et au contraire, on va éliminer les sources qui nous ramènent très peu de trafic qualifié et sur lequel on passe beaucoup de temps. Après, au deuxième niveau, on a le comportement et là, on va voir quelles sont les pages qui sont le plus vues et à partir de quels canaux d'acquisition ils sont le plus vus. Et donc, comme ça, on va pouvoir déterminer, on va déjà se mettre à la place de l'internaute et on va se dire, est-ce que cette page correspond à des attentes de l'internaute? Est-ce que je vais la modifier parce que je vois que le taux de rebond est très élevé? Où le taux de sortie est très élevé sur cette page. Pourtant, j'aimerais pas qu'il sorte à ce niveau-là, qu'il continue la navigation. Donc, à cela, c'est pour cela, on va utiliser la partie comportement. Et
la partie conversion va être surtout utilisée pour mesurer des objectifs. Qu'est-ce que c'est un objectif ou une conversion pour un éditeur logiciel? Ceci est un formulaire rempli, une demande de démonstration, une demande d'essai gratuit, une demande de contact, un livre blanc téléchargé, étude de cas téléchargée, etc., etc. Donc, ce sont principalement les formulaires. C'est rare qu'un éditeur logiciel propose un système de paiement en ligne qu'on peut acheter sa solution directement en ligne. Donc, c'est pour ça, principalement, ce sont des demandes qui sont faites à travers des formulaires ou ce sont des téléchargements qui sont effectués juste en cliquant sur le bouton ou en cliquant sur le bouton play, je vais regarder une vidéo et après, par la suite, je vais voir qu'il y avait 15 personnes qui ont regardé ma vidéo sur tel ou tel sujet et je constate que voilà, ce sujet intéresse, etc., etc. Donc, c'est pour ça, les conversions, quand on est un éditeur logiciel, c'est pas vraiment les ventes directes, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le mesurer sur le site, parce qu'on n'est pas un site e-commerce. Donc, pour cela, on va mesurer les formulaires ou les téléchargements en cliquant sur le bouton sans remplissage de formulaire. Voilà, donc avant de passer à ces rapports qui sont primordiaux pour un éditeur logiciel, nous, on va d'abord accentuer une petite partie sur la partie administration. Parce que administration, c'est le point d'entrée vers Google Analytics. Si un compte est mal administré, mal configuré, on aura des stats qui vont être fausses, on aura donc des choses qui vont pas être réelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec cette partie d'administration. Donc, tout d'abord, je vous explique à quoi ça ressemble. Sur Google Analytics, on a 3 niveaux d'administration. Donc, on a 3 niveaux de compte, on va dire. Tout d'abord, on a un compte. Donc, c'est-à-dire un compte, c'est une entreprise. Une entreprise peut avoir 2, 3, 4 sites internet, français, anglais, espagnol, etc. ou complètement 4, 5 différents sites internet entités et ça va correspondre déjà à des propriétés. Donc si vous avez un site monsite.fr, un deuxième site monsite 2, 3.fr, etc. Donc ce sont des sites différents et il faudra créer des propriétés différentes. Par contre, si vous avez sur votre site, sur votre premier site de logiciel, vous avez la version FR, la version EN, la version espagnole, italienne, etc. Là, il ne vous faudra pas créer des propriétés pour chaque langue, mais il vous faudra créer des vues. Donc, une vue pour la partie française, une vue pour la partie anglaise, etc. Une vue pour le blog, etc. Donc, c'est pour ça, sur Google Analytics, on a un 3e niveau qui s'appelle vue. Dans le cas très simple, pour notre site, on a un compte entreprise, un site internet qui est en français. Donc là, c'est simple. On a juste une entité à chaque niveau. Par contre, chez vous, si jamais vous avez, encore une fois, 2, 3 sites différents et pour chaque site, vous avez plusieurs langues, là, votre arborescence analytics va être un peu plus complexe. C'est-à-dire, vous aurez plusieurs propriétés. Pour chaque propriété, vous allez avoir un code de suivi qui lui est propre, qu'il faudra mettre sur la racine de votre site. Et après, pour chaque site, donc, vous aurez des vues différentes, FR, EN, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire vraiment cette arborescence Google Analytics. Maintenant, regardons à chaque niveau de cette arborescence, qu'est-ce qu'il faut configurer? Déjà, les filtres. Qu'est-ce que c'est des filtres? Et quel type de filtre existe-t-il aujourd'hui? Tout premier filtre à mettre en place, c'est l'adresse IP. Donc, c'est-à-dire, il faudra exclure toutes les visites qui proviennent de votre société, de votre domicile si vous travaillez à distance, etc., etc. Imaginons que vous allez régulièrement à un hôtel pour travailler parce que vous faites beaucoup de déplacements ou les commerciaux ils font leur roadshow et leur démonstration de logiciels un peu partout en France et ils sont souvent dans les mêmes hôtels. Donc là aussi, je vous conseille vraiment d'aller chercher plus loin que la société et que votre domicile et d'exclure les IP qui peuvent vous provoquer, qui peuvent vous amener du coup du trafic qui n'est pas qualifié parce que ce trafic provient de vous et c'est pas intéressant de le mesurer. Et ça va fausser des stats si on comptabilise toutes les connexions de toute la société pendant un mois, ça peut faire beaucoup. Donc c'est pour ça l'intérêt d'exclure ces adresses IP au niveau des filtres. Et deuxième filtre que vous pouvez exclure, c'est par exemple
Par exemple, les sites référentes qui vous amènent du trafic peu qualifié, parce que ce sont des sites, on va dire, qui essayent de mettre en œuvre, de mettre en avant leurs propositions de référencement, etc. Et du coup, ils vous référencent de façon gratuite, on va dire, mais ça fausse vos stats parce que tout ça, c'est robotisé. Et au final, vous avez 100% de taux de rebond à chaque fois, 0 seconde passée sur le site. Voilà, donc ce sont des sites qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée. Et je conseille aussi de les exclure au niveau des filtres. Donc voici les principaux filtres qu'il faudra mettre en place et tout ça pour chaque compte, pour chaque propriété. Deuxième chose qu'il faudra configurer, c'est associer les produits. Donc, associer différents types de produits Google. Donc, principalement, qu'est-ce que vous pouvez associer? Google Analytics avec Google AdWords, si vous avez les comptes, si vous avez les campagnes payantes, et Google Analytics avec Google Search Console. Voilà, ce sont deux outils principaux qu'il faudra associer quand on est un éditeur logiciel. D'autres outils, comme par exemple AdSense, AdExchange, etc., sont pas intéressants parce qu'un éditeur logiciel ne propose pas des emplacements sur son site pour afficher des annonces des autres. Non, j'ai jamais vu ça. Donc c'est pour ça, ça ne vous concerne pas. Par contre, tout ce qui est Google AdWords et Google Search Console, ça, je vous conseille fortement de les associer. Comme ça va vous faciliter le travail et vous allez facilement basculer d'un outil à l'autre. Voilà, donc votre travail va être facilité par cela. Et encore une chose, si vous travaillez avec Google AdWords, si vous lancez des campagnes display, donc c'est-à-dire vous créez des bannières et vous les afficher un peu partout sur différents sites internet, etc. Donc, ce que je conseille, c'est d'associer déjà Google Analytics et Google AdWords et après créer des audiences pour créer des campagnes de remarketing. Voilà, je vais en parler juste deux mots. Si ça vous intéresse un peu plus, vous pouvez me contacter après par mail ou faire une demande pour en parler plus. Mais juste deux mots sur cela. À travers la définition d'audience, donc ici, dans la partie propriété, tout en bas, vous voyez définition d'audience, vous pouvez créer des audiences personnalisées. C'est-à-dire, sur Google Analytics, vous pouvez déterminer une audience qui va comporter que les gens, c'est-à-dire que les adresses IP, parce que derrière un utilisateur sur Google Analytics, on a surtout une adresse IP. Et après d'autres données, mais voilà, surtout ça se base sur une adresse IP. Donc vous allez avoir, imaginons, toutes les personnes, tous les utilisateurs qui sont venus sur votre site, sur une page, imaginons, de vos webinars ou sur une page de votre solution. Et comme ça, sur Analytics, vous pouvez créer une audience qui va comporter toutes les personnes qui ont consulté votre page logicielle pendant, imaginons, les derniers 30 jours. Et pour ces gens-là, vous pouvez lancer une campagne publicitaire bien personnalisée avec le message personnalisé parce que vous savez quelle page était visitée par ces gens-là. Et vous pouvez donc préparer vos bannières et votre message de façon un peu plus personnalisée et d'afficher cette bannière que à ces gens-là. Donc, c'est-à-dire qu'à cette audience. Et tout cela, ça s'appelle donc remarketing. Pour cela, il faut lier Analytics et AdWords, créer des audiences sur Analytics et après basculer sur AdWords, vu que les deux comptes sont liés, et donc de créer des bannières pour cette audience bien précise à travers AdWords. Voilà. Donc peut-être il y en a déjà ceux parmi vous qui le font régulièrement, mais effectivement, si vous travaillez le display avec AdWords, le remarketing peut être beaucoup plus intéressant que le display classique. Parce qu'en display, aujourd'hui, on a du mal à cibler des bons sites, on a du mal à trouver des bons emplacements pour lancer nos bannières, nos publicités display. Donc, pour ça, audience, la définition d'audience et le remarketing par la suite peuvent être beaucoup plus payants. Donc ça, c'était une petite parenthèse, mais qui est importante. Et revenons maintenant à la troisième colonne. À la troisième colonne, je vais avoir surtout la définition des objectifs et aussi peut-être des alertes si jamais je souhaite être alerté quand il y a une anomalie sur mon compte. Par exemple, il y a très peu de visites, il y a 0 visite ou il y a 10 visites dans la journée, donc là, je suis alertée. Mais regardons un petit peu les objectifs. Donc, juste un moment. Non,
on va y revenir tout à l'heure. Donc, juste quelques mots sur objectifs. Et on va voir tout à l'heure comment configurer certains des objectifs, parce que sur Google Analytics, il y en a plusieurs. Il y en a 4. Il y a 4 types d'objectifs, mais ceux qui vont concerner les éditeurs logiciels, c'est que 2 types. Donc, c'est l'objectif de type événement. Quand je souhaite mesurer le nombre de clics sur le bouton, par exemple, voir la vidéo ou télécharger un document sans remplir de formulaire, et un objectif de type destination qui va concerner donc tous les formulaires. Je remplis un formulaire, je clique sur envoyer ou je demande la démo, je contacte, etc. Donc, je clique sur le bouton. Là, le site me dirige sur une nouvelle page de confirmation et à chaque fois que cette page de confirmation s'affiche, Google Analytics est alerté et il sait que c'est un objectif qui a été atteint parce que vous avez défini cette page comme un objectif. Donc, c'est-à-dire, vous définissez que si la page de confirmation de contact s'affiche, là, il y a quelqu'un qui l'a rempli et donc Google Analytics comptabilise ça comme un objectif réalisé. Et après, vous pouvez voir suite à quelle action votre objectif a été atteint. Par exemple, vous voyez qu'il y a 5 demandes de démo suite à vos campagnes AdWords, il y a 3 contacts suite à votre référencement naturel, etc., etc. Donc, c'est à cela que servent les objectifs et on peut les configurer au niveau de la vue. Donc, c'est-à-dire pour chaque vue, vous configurez vos propres objectifs. Pour FR, pour la partie mon site en FR, vous configurez des objectifs sur la vue FR, pour EN, sur la vue EN, etc. Donc, voici concernant la partie administration. Donc, maintenant, regardons la mise en place des filtres. Donc, ça, on en a parlé. Hein. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Ça, on en a parlé. Maintenant, regardons le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est encore une fois vraiment le cœur de Google Analytics parce que si on ne configure pas le tableau de bord ou les rapports personnalisés enregistrés correctement, on va perdre du temps à chaque fois en se connectant sur la plateforme, en cherchant toujours les mêmes stats, en mettant en place toujours les mêmes filtres, etc. Donc, c'est pour ça que je vous conseille dès le départ, dès vos premières connexions, configurer correctement les tableaux de bord ou les rapports enregistrés. Et là, je vais vous montrer la différence entre les deux pour que vous soyez à l'aise à vos prochaines connexions. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer à la plateforme réelle parce que ça va être plus facile pour vous. Donc, dites-moi s'il vous plaît si vous voyez bien mon écran. Donc là, je suis sur la partie Analytics, sur la vraie partie Analytics. Donc, en attendant vos réponses, je vais aller là où il faut, la partie personnalisation. Parfait. Donc, on va à l'écran. Parfait. Donc, je suis sur la partie personnalisation. Là, Google Analytics me propose aujourd'hui 4 rapports sur lesquels je vais surtout utiliser les deux. Donc, aujourd'hui, on a les tableaux de bord, rapport personnalisé, rapport enregistré et alerte personnalisée. Ce que je conseille, c'est d'utiliser surtout les rapports enregistrés et des alertes. Voilà, des alertes juste pour être alerté si jamais au cas où c'est le week-end, c'est le jour férié et ou vous êtes tout simplement en vacances, il n'y a personne qui gère le site quand vous n'êtes pas là et vous êtes alerté sur votre boîte mail parce qu'il y a 0 visite sur le site. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que c'est un jour férié et il y a très peu de visites ou est-ce que parce qu'il y a eu un problème technique et il y a eu un problème de hacking, etc. Donc, ça vous aide vraiment à être là, même si vous êtes en vacances, etc. Donc, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, d'abord, les rapports enregistrés ou les tableaux de bord. Quoi choisir? Quelle est la différence? Donc, je pense que vous allez vite comprendre la différence si je vous fais la démo. Donc, déjà, le tableau de bord. Sur Google Analytics, on a déjà un tableau de bord par défaut. Donc là, en se connectant sur la plateforme à l'accueil, ça charge pas très vite, mais je pense parce qu'on est en direct. Déjà, en se connectant sur la plateforme, au niveau de l'accueil, vous avez tout ce qui est tableau de bord. Donc, c'est-à-dire, ce sont des données qui sont fournies par Google Analytics de façon automatique. Et là, vous pouvez utiliser toujours ce rapport si ça vous va, si toutes les stats qui sont là vous semblent correctes. Mais sinon, vous pouvez aller dans la partie personnalisation et là, créer votre tableau de bord. Par contre, là, il y a un gros souci parce que les tableaux de bord de Google Analytics sont maintenant
un peu plus complexe. Il y a, comme je vous ai dit, énormément de données. Et pour créer une donnée, c'est-à-dire un widget, je clique ici sur ajouter un widget. Donc là, je vais donner le nom à mon widget, par exemple les canaux d'acquisition. Et c'est à moi de choisir maintenant la statistique que je souhaite afficher. Donc, par exemple, est-ce que c'est la chronologie? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un diagramme, etc. Donc, imaginons, j'ai choisi le tableau. Et après, c'est à moi de choisir la statistique. Et en fonction de standard que je choisis, est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une chronologie, statistique, etc. À chaque fois, les colonnes ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est-à-dire, c'est à moi de configurer tout ça. Et vous voyez, sur Analytics, il y a énormément de statistiques, énormément. Et pour trouver vraiment parmi toutes ces stats, des fois, il y a deux, trois stats qui se répètent, mais ça veut au final pas dire la même chose, etc., etc. Donc, ça s'avère vraiment très complexe. Même pour les gens qui sont bien avancés dans Google Analytics, ça peut poser des soucis, on va perdre du temps et des fois, on se retrouve avec des stats qui sont fausses. Donc, c'est pour ça que je vous conseille pas cette façon de faire parce qu'il est complexe aujourd'hui. Avant, c'était plus facile, mais maintenant, c'est plus le cas. Et je vous conseille plutôt d'aller vers les rapports enregistrés. Dans les rapports enregistrés, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a tout simplement les rapports que vous enregistrez par-ci et par-là. Imaginons, vous allez dans la partie acquisition et vous regardez tout le trafic. Vous avez tous les canaux d'acquisition du trafic. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Si cette statistique vous va, donc ici, vous avez tous les canaux qui vous amènent du trafic. Si en mettant en plus une dimension secondaire et en triant par les campagnes qui vous ont amené du trafic, vous souhaitez enregistrer cette statistique telle qu'elle. Oui, avec le filtre qui est en place pour à chaque fois ne pas perdre du temps et à chaque fois juste en cliquant sur une entité, arriver sur la bonne page et juste changer la date. Donc pour faire cela, il faut tout simplement aller tout en haut, cliquez sur enregistrer et là vous allez avoir donc enregistré le rapport, par exemple canaux et les campagnes parce que là j'ai mis le filtre et j'enregistre. Et je me retrouve maintenant où? Dans la partie personnalisation, dans mon menu personnalisation, rapport enregistré. Donc là, si j'affiche tous les rapports que j'ai enregistrés dernièrement, voilà, donc là, on voit tous les rapports que j'ai enregistrés. Par exemple, celui de tout à l'heure, je clique et je vais avoir toujours la même statistique avec le filtre qui est mis en place, etc. Donc ça me fait gagner du temps. C'est pour ça que je conseille plutôt passer par des rapports enregistrés que des tableaux de bord. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est la définition des alertes. Là, encore une fois, pour créer des alertes, il faut aller dans la partie administration, au niveau de vue, créer une alerte, nouvelle alerte, et là, vous définissez par exemple un trafic faible. Vous choisissez à quel site donc associer cette alerte. Là, notre site internet, par jour, par mois ou par semaine. Là, en l'occurrence, c'est par jour. Et trafic, tout le trafic, le nombre de sessions est inférieur à, imaginons, 10 ou à 0 ou à 20. Voilà, c'est vous qui définissez. Et on enregistre l'alerte. Et donc, à chaque fois, quand vous avez moins de 10 personnes qui ont visité votre site, moins de 10 utilisateurs ou 10 sessions, vous êtes alerté par mail. Voilà, donc ça peut vraiment être utile. Donc, voici concernant la partie personnalisation, les rapports enregistrés et les alertes. Maintenant, regardons un petit peu le reste des rapports qui sont très peu utilisés. Donc, c'est vraiment en deux mots. Le temps réel. Le temps réel, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser quand on a un éditeur logiciel. L'intérêt, c'est vraiment pas de rester devant notre écran et voir combien de personnes sont connectées actuellement sur le site parce qu'on n'est pas un site e-commerce. Mais après, plutôt aller dans les statistiques bien plus complexes, acquisition, comportement, conversion, pour voir plus de choses utiles. Donc, c'est pour ça, le temps réel, vraiment, si vous voulez vous amuser, vous pouvez y rester un petit peu de temps, mais ne perdez pas votre temps avec cela. Et juste quelques mots concernant l'audience. Là aussi, l'audience de Google Analytics, c'est une statistique qui vous donne beaucoup de données, mais qui sont très peu utilisables quand on est un marketeur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ces données sont très vagues. Certes, il y a le nombre d'utilisateurs, il y a le nombre de nouveaux utilisateurs, nombre de sessions, nombre de pages vues, etc., la moyenne des sessions, le taux de rebond en moyenne, mais tout ça, c'est la moyenne. Voilà. Le problème, c'est que c'est la moyenne. Même le taux de rebond
rebond qui est là, 34%, je peux pas me fier à ce taux de rebond parce que sur mon site internet, il y a des pages qui contiennent un taux de rebond élevé et c'est normal. Et il y a d'autres pages qui doivent avoir le taux de rebond faible. Si ces pages ont un taux de rebond élevé, là, c'est un problème. Là, j'ai la moyenne. Donc, même si mon taux de rebond, là, il est à 34%, donc c'est un bon taux de rebond. Un bon taux de rebond, c'est aux alentours de 30-40. Quand ça commence à être à peu près 40-50, là, on est plutôt dans les normes, mais ça peut déjà commencer à poser des soucis. Et au-delà de 55, 60 et plus, là, c'est un taux de rebond élevé. Qu'est-ce que c'est déjà un taux de rebond? Un taux de rebond, c'est quand je reçois, par exemple, un email, j'arrive sur une page. Par exemple, j'arrive sur une page du site, je reste sur cette page 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 2 heures, 10 heures, n'importe. Je sors de la même page. Je ne suis pas allée voir d'autres pages, mais je ressors de la même page. Là, 100% taux de rebond pour cette page, pour ma session. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à ces stats au niveau de l'audience? Parce que, comme j'ai dit, c'est la moyenne. Et sur notre site internet, il y a plusieurs pages. Certaines doivent avoir un taux de rebond élevé et c'est bien, et d'autres doivent avoir le taux de rebond faible. Donc c'est pour ça, certes, c'est bien de regarder la moyenne, mais on va surtout analyser ça dans la partie comportement. D'accord? Voilà. Juste quelques mots concernant utilisateur et session. Donc, utilisateur, c'est vraiment une adresse IP. Un utilisateur, c'est un ordinateur, une adresse IP. Un utilisateur peut créer plusieurs sessions. Donc là, je me suis connectée 3 fois sur le site et j'ai créé 3 sessions. Chaque session a duré une session, 5 minutes, une deuxième, 1 minute, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est la différence. On aura toujours plus de sessions que d'utilisateurs. Après, dans la vue d'ensemble de l'acquisition, de l'audience, qu'est-ce que j'ai? J'ai la langue et j'ai les pays à travers lesquels donc j'ai les connexions sur mon site, j'ai les villes, j'ai les navigateurs si jamais ça peut vous intéresser, j'ai également donc les systèmes d'exploitation, etc., etc. Donc des fois, ça peut être intéressant pour des raisons techniques, pour voir si mon site est vu sur tel ou tel outil et s'il est bien adapté pour tel ou tel outil. Mais en soi, là, on ne va pas rester trop de temps sur l'audience parce que, vous voyez, même si je veux regarder, les gens les trier par le centre d'intérêt, je vais tout de suite voir que c'est assez flou. Voilà, parmi mon audience, il y a un peu de tout. Tout est à 2-3%. Donc là, je n'aurai pas de données qui vont me dire, tiens, c'est vraiment sur cette partie de personnes que je dois accentuer mon travail. Donc c'est pour ça, ça reste quand même assez flou et on ne va pas perdre du temps avec cela. La seule chose qui peut être intéressante, c'est peut-être au niveau de mobile, aller sur la vue d'ensemble et voir combien de connexions sur votre site sont effectuées avec le desktop, avec mobile et avec tablette. Donc là, si vous voyez que c'est plus le desktop, donc là, bien sûr, on travaille cette partie le plus. Sur mobile, on a également des visites, donc on est sûr que notre site est responsive, etc., etc. Voilà. Mais sur ce, je pense, on va arrêter donc cette partie, on va s'arrêter à cette partie-là et on va passer vraiment à des rapports, à des KPI qui vont nous être utiles pour nos performances, etc., etc. Après, donc maintenant, regardons la suite. Donc, je vais revenir sur mes slides. Voilà, audience, acquisition. Bon, a priori, il n'y a pas de bug, hein, donc c'est pour ça que je vais peut-être continuer sur la plateforme de test parce que c'est quand même plus intéressant de voir l'outil en réalité que des slides. Mais vous allez toujours pouvoir télécharger les slides s'il faut. Donc maintenant, regardons la partie acquisition. Déjà, dans la vue d'ensemble, je vais avoir tous les canaux d'acquisition que j'ai sur mon compte, que j'ai sur mon site. Donc là, par exemple, j'ai le référencement naturel qui est Organic Search. J'ai le canal qui s'appelle Other, donc autres campagnes que j'ai lancées, par exemple les campagnes LinkedIn Ads ou les campagnes des partenaires, etc., que je traque par des outils supplémentaires. Ce sont en fait des campagnes qui sont
qui sont pas reconnues par défaut par Analytics. Des fois, il peut s'agir des campagnes email, et là c'est le cas parce qu'on envoie beaucoup d'emails et là on n'a pas, par exemple, pas le canal email qui ressort. Donc mes campagnes email sont classées ici. Donc c'est pour ça, faites attention et sachez bien qu'est-ce qui se trouve ici. Ce sont des campagnes qui sont traquées autrement que par défaut par Google. Le trafic direct. Le trafic direct, ce sont des connexions sur votre site internet directement à partir de là. Donc là, je commence à taper le site internet parce que je connais ce site-là, je connais cette entreprise. Donc ça, c'est direct. Mais attention, des fois dans le direct, il y a vraiment beaucoup de trafic. Et à quoi ça peut être lié? Ça peut être lié à ce que le trafic qui provient de vos emailing est comptabilisé dans le direct aussi. Pourquoi? Parce que quand je reçois un email, j'ai un lien, je clique sur ce lien et je me retrouve tout de suite sur un site internet. Donc, et quand il n'y a pas la configuration Analytics correctement faite, par exemple sur votre outil d'envoi d'email, par exemple Mailjet, Mailchimp ou autre, ce trafic est considéré par Analytics comme du direct. Voilà, donc c'est pour ça, faites attention. Si vous envoyez régulièrement des emails et si vous ne les voyez pas apparaître dans vos principaux canaux, ils sont peut-être très bien placés dans le direct. Dans le social, donc on a tout ce qui est LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et dans Referral, là, j'ai tous les sites qui me référencent et donc ce sont les sites partenaires, les sites qui me référencent, tout mon travail de netlinking, etc. Je vais les retrouver ici dans le Referral. Donc, voici concernant les principaux canaux. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on travaille dans la partie acquisition? Qu'est-ce qu'on regarde principalement? Déjà, je vais afficher tout le trafic et je vais afficher les canaux pour avoir un peu plus de détails. Donc là, j'ai tous mes canaux principaux et les statistiques qui vont avec. Donc, le nombre d'utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, des sessions, etc., etc. Donc, à quoi j'attire votre attention? J'attire votre attention à plusieurs choses. D'abord, c'est le taux de rebond. Ouais, donc, on regarde le taux de rebond pour chaque canal de trafic et on voit quel est le taux de rebond, quel est canal d'acquisition à partir duquel les gens partent rapidement de mon site. Donc là, a priori, donc là, dans ce cas de test, dans ce cas de démo, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez un canal, par exemple, direct, par exemple, les campagnes publicitaires, le paid search, c'est-à-dire les campagnes payantes AdWords vous génèrent, imaginons, 80-95% de taux de rebond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic que vous attirez sur votre site, il est sûrement pas qualifié. Vous choisissez peut-être des mauvais mots-clés. Peut-être vous avez mal travaillé votre page d'atterrissage, etc. Et donc là, il y a des questions à se poser. Mais sachez que le taux de rebond ne s'analyse jamais tout seul, jamais. Parce que comme je vous ai dit, et on verra ça tout à l'heure, il y a des pages qui prévoient un taux de rebond élevé, il y en a d'autres qui prévoient un taux de rebond faible. Et c'est normal. Donc c'est pour ça, jamais on analyse le taux de rebond tout seul, mais on le regarde toujours en couple avec la durée moyenne des sessions. Voilà. Donc là, je vois que le taux de rebond de 30%, la durée passée à peu près 1 minute 26, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, etc. Donc, je considère que pour comprendre de quoi je parle, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je propose, etc., sur mon site, 1 minute, 2 minutes sont suffisantes. Et là, si la personne est partie, je considère que d'accord, donc, mais en tout cas, il a pris le temps de savoir ce que je fais, peut-être il va revenir par la suite, etc., etc. Mais il n'est pas resté 10 secondes, il n'est pas resté 15 secondes, etc. Donc ça veut dire que quand même la personne a pris le temps pour regarder ce que je fais. En plus, là, dans l'exemple concret, on a le taux de rebond qui est faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu que je propose, il est vraiment a vraiment une valeur ajoutée par rapport à ma cible, par rapport à mon audience. Parce que le taux de rebond, il est faible et les gens restent quand même assez du temps pour voir des choses que je propose, pour voir mes contenus, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est une analyse qu'il faut mener. Le taux de rebond plus la durée moyenne des sessions. Donc ça, c'est obligatoire. Des fois, on peut voir, donc restons sur le même exemple, les campagnes Google AdWords. Vous avez vu que vous avez un taux de trafic, un taux de rebond qui est aux alentours de 90% et vous avez 10
secondes passées sur le site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, il y a un souci avec vos campagnes AdWords. Il y a vraiment un souci parce que déjà, il reste très peu de temps, mais ils repartent tout de suite. Ils vont pas voir d'autres pages. Donc là, vraiment, il y a un problème. Par contre, si le taux de rebond, il est élevé, vous avez 90%, mais les gens restent 2-3 minutes sur votre article de blog, là, c'est la normale. Là, c'est vraiment la norme. Et c'est bien que ça arrive comme ça. Ça veut dire que les gens lisent vos articles. Après, ils partent. Ils sont pas obligés de rester sur votre site longtemps. Ils partent, ils ont lu l'article. L'objectif, c'était que l'article soit lu. Et là, l'objectif a été atteint, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on regarde, qu'on analyse le taux de rebond et la durée moyenne des sessions. À côté, vous avez une colonne qui s'appelle conversion et les objectifs. Donc là, je vois quel est le nombre d'objectifs qui a été réalisé suite donc à tel ou tel canal d'acquisition. Donc ça, c'est bien. Je peux détailler, je peux donc choisir mes objectifs. Tous ces objectifs étaient créés au préalable, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc à chaque fois qu'un formulaire était rempli sur mon site internet, donc il y a un objectif qui ressortait, par exemple, il y a eu tant de téléchargements d'audits, etc. Et si je prends par exemple un objectif bien précis, je peux voir combien de fois il a été rempli et suite à quelle action. Donc là, je vois qu'il s'agit de 4 objectifs atteints suite à une campagne autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette autre? Pour cela, vous pouvez utiliser la dimension secondaire. Donc là, dimension secondaire, et là, je vais taper campagne. Donc, c'est parce que dans le canal autre, il y a sûrement des campagnes derrière que j'ai lancées, soit sur LinkedIn Ads, soit sur mon outil d'emailing, etc. Et donc là, je vois que il y a donc ces 4 objectifs qui étaient atteints. Donc là, je trie par objectif, proviennent de mes campagnes Lyon, Aix, et donc là, je reconnais. Oui, donc je reconnais qu'il s'agit de mes campagnes email, etc. Donc là, vous allez reconnaître tout ce que vous mettez en place parce que c'est vous qui donnez le nom à vos campagnes, etc. Donc voici comme ça qu'on analyse la partie canon, etc. Après, on peut avoir les mêmes stats, mais présentés sous un autre angle, par exemple dans la partie source et support. Donc là, j'ai pareil, j'ai le même nombre d'utilisateurs, le même nombre de sessions, de rebonds, etc. Mais les stats sont présentés sous un autre angle. Donc là, j'ai l'entrée par source et support. Et là, j'ai par exemple mon source organique, donc référencement naturel sur Google, Bing organique, référencement naturel sur Bing, mes campagnes LinkedIn Ads, Facebook, LinkedIn naturel, etc., etc. Et donc là, je peux encore une fois mettre la dimension secondaire campagne et avoir le détail déjà par rapport à mes campagnes. Donc, par exemple, email. Attendez, j'affiche un peu plus. Voilà. Et là, donc, j'ai le détail par rapport, par exemple, à ma newsletter, newsletter avril. Là, j'ai le détail de combien de temps, le taux de rebond, combien de temps les gens sont restés, est-ce qu'il y avait des objectifs atteints, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en mettant, bien sûr, les filtres dans la partie dimension secondaire. Donc, ça, je vous conseille vraiment. Appliquer les filtres, souvent, c'est la campagne ou la source, support. Donc, moi, j'utilise souvent le filtre de la campagne parce que comme ça, je reconnais tout de suite la campagne qui a été mise en place, etc. Et bien sûr, après, n'oublions pas d'enregistrer ce rapport parce que c'est bien ça qui est intéressant. Je l'enregistre et je vais le retrouver après dans la partie personnalisation, dans la partie des rapports enregistrés. Voilà. Il faudra juste après changer la période de suivi pour avoir déjà les statistiques plus correctes. Voilà. La même chose, les mêmes stats, je peux avoir, mais avec un autre angle de vue à partir des sites référents. Donc voici les sites qui me référencent et je peux voir que, voilà, donc par exemple, LinkedIn me génère tant de trafic, Facebook tant de trafic, d'autres moteurs de recherche ou des clients tant de trafic, etc. Si vous avez les campagnes Google Ads, donc là, vous allez avoir toutes les performances ici. Bien sûr, si vous avez matché les deux comptes, si vous avez lié les deux comptes. Donc là, je ne vais pas m'arrêter trop là-dessus parce que on n'aura pas beaucoup de temps. Dans la partie Search Console, encore une fois, si vous avez au préalable lié les deux comptes, AdWords et Analytics, donc là, Search Console et Analytics, vous allez avoir des statistiques, par exemple, sur les requêtes.
quelles sont les requêtes qui étaient utilisées pour arriver sur votre site de façon naturelle, donc c'est-à-dire suite à un référencement naturel. Et là, vous avez les principales requêtes, par exemple construire une offre commerciale ou construire une offre, nouveauté LinkedIn, marketing, éditeur logiciel, etc. Donc voilà, ce sont des recherches qui ont amené du trafic sur notre site et du trafic naturel. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut vous être utile, rien que, ne serait-ce que pour vous donner des idées sur vos prochains contenus, sur les mots-clés à utiliser pour travailler soit votre référencement naturel, soit votre référencement payant. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment utile de lier Google Search Console et Google Analytics. Voilà. Dans la partie réseaux sociaux, donc là, vous allez avoir dans la vue d'ensemble tout ce qui concerne les médias sociaux. Et là aussi, je vous conseille donc de ressortir, d'afficher déjà le rapport complet ici et après de ressortir ça dans les rapports enregistrés. Donc, voilà. Et après, vous avez tout simplement les campagnes. Dans toutes les campagnes, vous allez trouver tout ce que vous avez lancé suite à des codes de tracking supplémentaires. Donc, par exemple, vos emailing ou vos campagnes sur LinkedIn ou vos campagnes des partenaires, avec les partenaires, etc. Donc là, vous allez retrouver toutes vos campagnes, y compris des campagnes Google AdWords, etc., etc. Donc là, c'est les mêmes choses qui sont présentées sous angle des campagnes. Donc, voici comment est-ce qu'on travaille avec la partie acquisition. Maintenant, regardons la partie comportement. Donc là, dans la partie comportement, ce qui va nous intéresser sûrement, c'est, bon, la vue d'ensemble, et bien évidemment, là, on va ajouter juste un coup d'œil rapide pour voir qu'est-ce qui est présenté ici. Donc là, on a le nombre de pages vues, le nombre de vues uniques, le temps moyen passé sur la page et le taux de rebond et le taux de sortie. Donc, et les principales pages qui sont visitées sur notre site. Donc là, je vous conseille d'aller tout de suite dans la partie contenu du site et afficher toutes les pages. Et à partir de cette page, regardez, analysez le comportement de votre audience sur votre site. Donc là, par exemple, j'ai les pages de site internet, la page d'accueil, la page webinar, la page des formations, la page blog, etc., la page des articles, etc., etc. Vous connaissez votre site internet, vous connaissez les attentes de vos internautes, de votre audience. Donc, mettez-vous à la place de l'internaute et réfléchissez. Est-ce que, par exemple, si je prends la page du webinar, est-ce que 1 minute 36 est suffisante sur cette page des webinars pour donc atteindre un objectif, pour remplir un formulaire, etc. Donc là, j'affiche à côté la page webinar. Donc, comment est-ce qu'il est présenté cette page? Sur cette page, j'ai les webinars qui vont venir et j'ai le formulaire. Donc, j'ai les webinars, plusieurs webinars en même temps, planifiés, j'ai les replays disponibles, etc. Donc, j'ai vu que le temps passé sur le site était de 1 minute 36. Ça veut dire quoi? 1 minute 26. Est-ce que 1 minute 26 est suffisante pour déjà choisir un webinar qu'il me faut et remplir ce formulaire en choisissant donc les webinars à venir, etc. Je pense que oui. Maintenant, regardons le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, on considère, il est 45%. Donc, il n'est pas très élevé, mais des fois, ça peut être 80, etc. Donc là, est-ce qu'on s'inquiète ou pas? Est-ce que c'est vraiment une alerte ou pas? En connaissant la page, non, parce que 1 minute 36, c'est le temps qui est quand même assez bon pour choisir un webinar, pour remplir le formulaire et partir de cette page. Parce que l'objectif de cette page webinar, c'était pas de rester ou c'était pas d'aller vers d'autres pages, c'était de venir et de s'inscrire. Et là, si l'inscription a eu lieu, donc là, l'objectif est atteint. Même si le taux de rebond, il est élevé. Là, c'est pas le cas parce que 46%, c'est pas élevé, mais des fois, on a le taux de rebond sur les pages comme ça de 80, 90%, et là, c'est pas toujours inquiétant. Voilà. Parce que c'est le temps passé qu'on regarde. Maintenant, prenons la page par exemple, la page de blog. Voilà. La page de blog, c'est vraiment très particulier. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des pages de blog et regardons quel est le comportement sur une page de blog. Sur une page de blog, j'arrive et je regarde tous les contenus qui sont disponibles. Ouais, donc, je regarde, je choisis un article que je souhaite lire. Et je trouve un article et je lance la lecture. Donc, c'est-à-dire, j'ouvre une nouvelle page. C'est-à-dire là, déjà, le taux de rebond, si vous avez choisi un article et vous le lisez, vous avez cliqué sur lire la suite et vous changez de page, là, déjà, le taux de rebond va être faible.
Est-ce que c'est prouvé par les stats? Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc là, 10% de taux de rebond, ça veut dire que 90% de nos visiteurs, ils trouvent un article qui les intéresse et ils continuent la lecture. Donc là, déjà, cette stat peut vous dire est-ce que vous travaillez le bon contenu pour votre audience. Donc, si c'est le cas, c'est parfait. Donc, si votre taux de rebond est faible, donc là, c'est parfait. Au bout d'une minute, les internautes ont trouvé un article qui les intéresse et ils l'ont lu. Ils sont allés vers l'article. Si c'est le cas, si le cas est contraire, si par exemple là le temps passé, bon imaginons toujours 1 minute ou 30 secondes, par contre le taux de rebond est de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont venus et ils n'ont pas trouvé d'article qui leur plaît. Ils n'ont pas trouvé de contenu à leur problématique. Donc ça veut dire que là il faut vraiment remettre en question votre stratégie de contenu. Ça veut dire que vous produisez le contenu qui n'est pas qui n'engage pas d'internautes. Donc là, il faut revoir votre stratégie de contenu. Maintenant, prenons un article de blog. Donc, par exemple, voilà, donc, bon, n'importe lequel. Par exemple, cette ligne 21. Donc là, je vois 1 minute 30 rester sur l'article. Donc là, je considère que c'est suffisant pour lire l'article. Et là, je regarde le taux de rebond. Il est de 30%. Donc là, pareil, il n'est pas très faible, il n'est pas très élevé, mais il pourrait être, par exemple, là, je prends plutôt la ligne 16, pardon. Donc là, c'est plus parlant. Là, je vois les gens sont restés 1 minute 43 sur l'article. Et en 66% sont partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont lu l'article et sont partis. Et ça, c'est un comportement normal pour un article de blog. J'arrive sur un article de blog pour le lire et pour partir parce que là, j'ai déjà passé mon temps sur ce site. Je peux pas lire tous les articles de ce site et je peux pas naviguer plus parce que j'ai déjà dépensé mon temps sur ce site-là. Donc, je repars. Le jour quand il me faudra, je me rappelle de cette société et je vais revenir sur le site parce que je sais qu'ils peuvent me proposer des solutions à mes problématiques parce que j'ai déjà vu ça à travers leur contenu. Voilà. Et ça, dans ce cas-là, c'est pas inquiétant. Pareil, la ligne 17, c'est aussi un article, 1 minute 12, suffisant pour lire l'article parce qu'il n'était pas très long et le taux de rebond est de 42%. Donc là, encore une fois, les gens sont partis en 43% et c'est normal. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller et analyser maintenant vos pages de cette façon-là. On regarde les deux colonnes, le temps moyen passé et le taux de rebond. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important de regarder les deux. Pas que le taux de rebond ou pas que le temps passé sur le site. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Juste 2 mots sur la différence entre le taux de rebond et le taux de sortie, parce que c'est une question qui revient souvent pendant nos formations. Donc là, je vais prendre 2 minutes pour expliquer cela. Le taux de rebond, c'est que quand j'arrive sur une page, et je ressors de la même page. Donc là, par exemple, j'arrive sur la page de webinar et je vais ressortir de la même page. Même si je suis restée sur cette page 20 minutes, je repars. Le taux de rebond va être quand même généré élevé pour cette page parce que je ne suis pas allée plus loin. Par contre, le taux de sortie, c'est différent. Le taux de sortie, c'est quand j'arrive sur une page, je navigue vers d'autres contenus. Par exemple, je clique ici. Et là, je me retrouve sur cette page-là, je remplis un formulaire, par exemple, ou non, c'est pas obligatoire, et je repars maintenant de cette deuxième page. C'est cette deuxième page qui va générer le taux de sortie de 100% pour cet utilisateur. D'accord? Parce que je suis sortie à ce moment-là. Et c'est pas pareil que le taux de rebond. On n'est pas obligé on est obligé par un moment ou un autre de sortir du site. Donc, il y aura des pages qui vont générer des taux de sortie. Il faudra juste surveiller après quelles sont les pages qui nous génère le plus de taux de sortie. Est-ce que c'est normal que les gens sortent de ces pages-là? Est-ce que c'est pas la page, par exemple, de demande de démo? Oui, quand la personne s'est retrouvée devant le formulaire sans encore ayant rempli le formulaire. Voilà, donc c'est pour ça il faut aussi analyser de cette façon les pages de sortie. Est-ce que c'est pas des pages stratégiques qui me génèrent les sorties? Voilà, donc ça c'est une chose importante. Donc tout ça dans la partie comportement et après dans la partie conversion, vous allez avoir déjà les statistiques sur vos objectifs que vous avez configurés. Donc là, par exemple, dans la vue d'ensemble, vous allez avoir les données sur tous les objectifs que vous avez configurés. Je vais afficher le rapport complet tout de suite.
Voilà, donc là, vous avez par exemple vos pages de confirmation parce que nous, on a surtout les formulaires et pour chaque formulaire, on a la page de confirmation. À chaque fois que cette page de confirmation s'affiche, Google, Analytics, il est alerté, il dit que tiens, il y a eu une conversion, il y a eu un objectif. Donc c'est pour ça, je regarde déjà des URL des objectifs et après ce que je peux regarder c'est les chemins de navigation vers des objectifs. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Là je vois quel était le chemin auparavant, quelle était la page où l'internaute était avant de remplir mon formulaire, c'est-à-dire d'où il est venu. Donc là par exemple je vois que il y a quelqu'un qui nous a contacté, il était sur la page webinar, après il est allé regarder des vidéos, il est revenu sur webinar et c'est à travers cette page qui nous a contacté. Il y a d'autres personnes qui étaient sur la page de audit et ils l'ont plusieurs fois et ils ont converti sur la même page. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées, par exemple, à travers les webinars. Ils ont rempli le formulaire de demande de webinar et après ils ont accompli donc le formulaire. Ou il y en a d'autres qui ont lu un article et ils ont converti suite à cet article. Voilà, ça aussi, ça peut vous être utile parce que des fois, vous allez retrouver une historique intéressante. Une fois, vous allez avoir des objectifs qui remontent régulièrement dans Analytics et vous allez pouvoir faire des conclusions suite à cela. Donc, revenons encore une fois sur cette partie URL des objectifs, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer. Donc, dans la partie URL des objectifs, vous avez toujours la dimension secondaire. Et là, donc, vous pouvez taper donc des choses, encore une fois, non, pardon, c'est pas ici, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Dans la vue d'ensemble, vous avez source et support. Donc là, tout de suite, vous triez vos objectifs par la source et le support. Là, vous voyez que le maximum d'objectifs que vous générez, c'est à travers des emailing. Donc, c'est-à-dire là, je considère que c'est un canal qui m'amène du trafic qualifié, qui convertit, je continue. Organique également, direct également. Si, imaginons, vous dépensez beaucoup sur vos campagnes AdWords et vous avez très peu d'objectifs par rapport à d'autres campagnes, donc là, il faut se poser des questions sur la pertinence de vos campagnes AdWords, sur la pertinence de vos campagnes LinkedIn, etc., etc. Donc, voici en gros toutes les KPI principales qu'il faut suivre sur Analytics. Certes, c'était assez rapide parce que l'outil, il est quand même très puissant, mais voilà, donc on a vu quand même les principales choses sur Analytics. Donc, avant de passer à vos questions, je vais lancer quelques sondages également, quelques sondages rapides avant de consulter vos questions. Donc, n'hésitez pas à répondre ou poser vos questions là tout de suite maintenant. Donc, à quelle fréquence utilisez-vous Google Analytics? Donc, à peu près 33. Non, attendons encore parce que c'est pas fini. Alors, à peu près 42% utilisent Analytics une fois par mois. Une trentaine de pourcents utilisent Analytics toutes les semaines. 15% une fois tous les 3 mois et 20% très rarement. Voilà, donc c'est à peu près ça les statistiques. Ça montre que, voilà, même si c'est un outil qui quand même qui propose beaucoup de données intéressantes, c'est pas un outil qui est utilisé par 100% de marketeurs. Avez-vous suivi des cours sur Google Analytics ou êtes-vous autodidacte? Donc ça, c'est une question intéressante parce que Google Analytics, comme vous le savez, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de cours en ligne, il y a beaucoup de formations, mais aussi quand vous êtes autodidacte, donc c'est un outil qu'on peut quand même prendre facilement en main et n'ayez pas peur d'aller de plus en plus de vous connecter plus régulièrement pour être plus performant dans Analytics. Donc là, à peu près 85% sont autodidactes, 5% ont suivi des cours en ligne ou en présentiel et 11% ne connaissent pas encore l'outil. Parfait. Donc merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à vos questions et en attendant, donc je vais vous afficher les formations qu'on propose pour des éditeurs logiciels et nos prochains webinaires. Donc en attendant, je vais passer à vos questions.
Peut-on changer les filtres dans ces rapports enregistrés? Par exemple, la plage de date. Une fois vous avez enregistré un rapport, ce qui est enregistré, ce sont des filtres et à chaque fois que vous connectez, là, vous modifiez bien sûr tout en haut la date qu'il vous faut et la donnée s'actualise. Donc, oui, la date est modifiable. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, je vois, alors, tac, tac, tac. J'attends encore un petit peu par rapport, voilà. Comment plugger les campagnes Mailjet sur Google Analytics? Ça doit se faire du côté Mailjet. Donc, c'est-à-dire dans les configurations Mailjet, on devrait avoir quelque chose comme configuration suivi Google Analytics ou autre chose. Si ça n'existe pas, si vous trouvez pas des choses comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser URL Builder de Google Analytics. Donc ça, c'est un outil que je conseille et pas que pour le suivi des campagnes email, mais aussi pour les campagnes LinkedIn, pour les campagnes avec les partenaires. Imaginons donc vous travaillez, vous faites une bannière et vous avez un partenariat avec un site internet. Donc là, vous ne donnez pas un lien sur votre site classique, mais vous donnez un lien avec un petit code de tracking. Donc, c'est-à-dire là, votre URL, la campagne, la source de la campagne, donc là, vous précisez LinkedIn Ads, email, newsletter, partenaire, etc. Le nom de la campagne, donc là, livre blanc ou webinar ou bannière, etc. Et c'est ça que vous prenez en compte. Donc, c'est-à-dire, c'est cette URL que vous utilisez soit dans votre email. Donc, du coup, pour l'email, il faut faire attention parce que du coup, il faudra traquer tous les liens que vous avez dans l'email de la même façon. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, vous gardez la source et le nom de campagne identique, mais vous changez juste des URL s'il y a plusieurs URL dans le même mail. Voilà. Mais c'est un outil qui est très, très, très bien utilisé, très, très performant, URL Builder, et après, une fois vous lancez des campagnes avec cet outil, vous allez trouver toutes les campagnes que vous lancez donc avec ce tracking supplémentaire, comme je vous ai montré ici, dans la partie autre, ici. Et en mettant la dimension secondaire campagne, vous allez avoir une colonne qui va vous afficher toutes les campagnes. Voilà. Donc, toutes les campagnes par rapport aux sources de tracking, par rapport à des campagnes qui étaient traquées avec cet outil. Comment créer des filtres adresse IP sur Google Analytics? Donc là, pour cela, il vous faut aller dans la partie administration, comme je vous ai montré au début. Vous choisissez donc aller dans tous les filtres. Vous ajoutez un nouveau filtre, ici, ajouter un filtre. Adresse IP, par exemple XXX, prédéfini, c'est un filtre prédéfini. Vous sélectionnez exclure ce trafic et vous sélectionnez trafic provenant des adresses IP qui est exact, et là, vous renseignez votre adresse IP. Pour connaître votre adresse IP, c'est simple, vous tapez mon IP, et c'est le premier site, vous prenez n'importe quoi, et c'est ça votre adresse IP. D'accord? Donc là, par contre, il faut vous assurer que c'est une adresse IP statique, c'est-à-dire elle ne change pas toutes les 24 heures, etc. Donc vous la collez ici, et après, vous choisissez la vue à laquelle vous appliquez cette adresse IP. Voilà. Donc là, vous ajoutez, et voici votre filtre est configuré. Comment identifier les IP des sites référents à ne pas prendre en compte? Alors, dans ce cas-là, ça ne sera pas des IP des sites référents, mais ça sera vraiment des noms de domaine. Donc, ça tombe bien, je suis toujours au même niveau. Je suis toujours en train de mettre en place les filtres. J'ajoute, par exemple, site référent que je ne souhaite pas avoir donc dans mon trafic, prédéfini toujours. Et là, j'exclus le trafic. Et là, je sélectionne provenant vers les noms d'hôtes. Voilà. Et là, égal à ou commence par, c'est plutôt commence par. Et là, je tape par exemple le site xxxl.com. Voilà. Donc, c'est ce site-là que je vais
exclure le trafic de provenance de ce site-là que je vais exclure. Alors, donc voilà, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Donc sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. J'ai juste un tout dernier petit sondage à vous lancer pour savoir le niveau de votre engagement au niveau de Analytics. Et voilà. Donc sur ce, je vous remercie. Vous allez recevoir la présentation d'ici quelques heures, s'il vous faut, et le replay va être également accessible à partir de notre site internet. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.